Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au sommaire cette semaine. 3 lettres qui se sont installées sur de nombreux ronds-points. RIC pour référendum d'initiative citoyenne, c'est la revendication des Gilets jaunes, la dernière en date. Alors est-ce envisageable, est-ce souhaitable? On parlera également des réponses de la région à cette colère, notamment sur le pouvoir d'achat avec la baisse des taxes sur le carburant, la gratuité aussi des manuels scolaires. Laurent Wauquiez l'a annoncé il y a quelques jours. Faut-il y voir un réel geste ou bien c'est de la récupération politique? On en parle avec Emmanuel Aziza des Républicains, bonjour, Elliott Aubin de la France Insoumise, bonjour. Et Jimmy Brumand de la République En Marche. Bonjour. La mobilisation des Gilets jaunes qui est toujours intacte, même si la participation s'essouffle un peu partout en France, et des revendications désormais loin du pouvoir d'achat. De plus en plus réclament l'initiative, un référendum d'initiative citoyenne, c'est le nom qui est donné, en clair, qu'un groupe de citoyens puisse imposer un référendum sur le sujet qu'ils auraient souhaité. Elliott Aubin, c'est un projet que la France Insoumise portait déjà dans son projet présidentiel, donc très concrètement, à quoi ça ressemblerait ? Je crois que déjà on a vécu avec l'épisode et le mouvement des Gilets jaunes un temps politique extrêmement fort de l'histoire de notre pays. Les Gilets jaunes, effectivement, ont eu à la fois des revendications d'ordre social, de dénonciation de la vie chère, mais également des revendications démocratiques et de pouvoir aussi aujourd'hui réparer, on va dire, le lien entre les représentants politiques et les citoyens. Et donc effectivement, nous, ces revendications, on les a portées au moment des présidentielles, au moment des législatives, avec notamment la mise en place d'une 6e République et effectivement le référendum d'initiative citoyenne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut effectivement proposer des référendums soit sur des propositions de loi, donc pour créer des lois, soit pour abroger des lois, soit pour révoquer des mandats d'élus. C'est en tout cas la proposition qui est en train d'être travaillée de la part du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et on propose notamment à tous les citoyens qui le souhaitent de pouvoir amender la proposition de loi qui va être présentée par la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça aussi, c'est dans la logique même aujourd'hui de cette soif de démocratie et surtout d'une démocratie beaucoup plus représentative. Emmanuel Aziza, ça vous paraît crédible, faisable, envisageable ? Moi, ça me paraît complètement crédible, sachant que Nicolas Sarkozy, en 2008, lors de la réforme constitutionnelle, avait déjà plus ou moins initié ce mouvement. Il existe aujourd'hui dans notre Constitution, à l'article 11, ce qu'on appelle le référendum initiative partagée, qui consiste dans la procédure suivante. Vous avez 20% de parlementaires soutenus par 10% de citoyens qui peuvent effectivement amender des textes ou proposer des textes. Donc effectivement, moi je suis pour ce genre de démocratie participative. Je trouve que c'est une excellente chose dans le climat actuel, à l'heure où on a un président qui est surpuissant, un parlement qui est mis sous tutelle et des oppositions qui ont du mal à se faire entendre. Donc effectivement, je pense que, et c'est la revendication des Gilets jaunes, et c'est une revendication légitime, il faut que le peuple se fasse entendre. La question maintenant sera de savoir comment, sur quel sujet va-t-on laisser les citoyens interférer? Est-ce qu'il y aura des garde-fous, notamment le Conseil constitutionnel? C'est vrai que c'est un modèle, notamment le modèle suisse, c'est un modèle sur lequel on peut effectivement réfléchir et je pense que ce sera une très bonne initiative. Et donc Jimmy, est-ce qu'il faut aller plus loin que ce qui existe déjà? Le référendum se passer des parlementaires? Le référendum d'initiative partagée, c'est quelque chose qui montre qu'il y avait une intention. Peut-être qui était sincère, je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est très difficile de l'appliquer et c'est pour ça qu'on a cette revendication aujourd'hui, sinon elle n'existerait pas. Donc il faut regarder ce qui a été proposé, peut-être qu'il y a des propositions qui ont été faites par le passé dont on peut s'inspirer aujourd'hui. On a effectivement traversé une crise, on a dû se remettre en question et maintenant il faut qu'on voit comment on peut tous avancer. La prochaine étape, c'est de voir effectivement quelles sont les limites de cela. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que ça crée de l'instabilité pour nos institutions ou qu'on puisse voir des libertés disparaître parce qu'il y a une minorité qui est bien organisée et qui va voter. Emmanuel, tu parlais tout à l'heure de la Suisse. C'est un pays qui a l'habitude de faire ça depuis plusieurs centaines d'années et c'est pas encore dans notre culture. Donc il y a des choses où il faudra faire très attention et moi je suis très content en fait qu'on puisse aujourd'hui réfléchir à ça parce qu'à mon avis on pourra avoir des belles choses en sortir. Et là, Thomas, juste, c'est vrai que ça serait quel nombre de personnes, par exemple, qui pourraient imposer un référendum sur tout type de sujet? Ça serait quoi? Juste très concrètement,
qu'on puisse visualiser. Ça, c'est à définir. C'est-à-dire que ça à définir, effectivement, oui, enfin, c'est vous qui le proposez, donc qu'est-ce que le vous proposez ? référendum actuel qui est possible avec 10% du corps électoral me semble complètement impossible à mettre en œuvre. Donc il faut qu'on ait quelque chose de beaucoup plus souple qui permette effectivement d'avoir des référendums, je le redis, soit pour abroger des lois, soit pour proposer des lois, soit pour évoquer des mandats d'élus, et qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus participatif, beaucoup plus actif. Un des référendums quand même qui a marqué l'histoire politique du pays reste le référendum de 2005. Donc il faut aussi que, alors même que le peuple français dit non et que le gouvernement dit on passe en force, il faut quand même aussi qu'on ait des garde-fous, comme ça a été dit, pour que le référendum soit respecté. Si on fait un référendum, c'est pour que derrière il puisse être respecté. Sinon, on va encore plus abîmer le lien entre les représentants et les citoyens. Mais c'est ça, Emmanuel Aziza, est-ce qu'il faut pouvoir remettre en cause un pouvoir en place, une majorité qui a été élue, ne serait-ce qu'il y a un peu plus d'1 an ? C'est justement là-dessus que j'intervenais tout à l'heure et je vous disais qu'il faut qu'il y ait des garde-fous. Effectivement, et là je rejoins la position de Jimmy, on ne peut pas vider de substance la représentativité de l'exécutif ou notamment du chef d'État. Effectivement, il y a eu des élections il y a moins d'1 an. Le président a été élu. Alors après, certes, on pourra discuter des conditions d'élection parce que c'est quand même une élection où le taux d'abstention a été fort, alors qu'on avait un second tour entre le président Macron et un représentant de l'extrême droite. Donc il faut effectivement regarder dans quelles conditions ce référendum peut être mis en place et pour garder à la fois, je pense, le pouvoir du président élu démocratiquement, mais l'associer au pouvoir démocratique, tout en laissant également une marge de manœuvre aux élus locaux. Les élus locaux qui sont élus et qui agissent sur le terrain et qui reçoivent les attentes des citoyens. J'entendais ce matin aux informations que Emmanuel Macron compte lancer un grand débat avec un espèce de cahier de doléances. Bon, ça m'a fait un peu sourire parce que ça m'a un petit peu ramené à l'avant-veille de la Révolution en 1789, dans l'Ancien Régime où le monarque faisait remonter les doléances du peuple. Je considère que quand on arrive à ce point-là, c'est qu'effectivement, il y a un problème dans la représentation démocratique et il y a un manque d'écoute du politique envers le citoyen et qui nous a d'ailleurs amené, et je pense que tout le monde autour de la table sera d'accord avec moi, à un climat de défiance par rapport aux politiques. Et c'est vrai que c'est très regrettable. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut que le peuple soit écouté. Dans quelles conditions ? Ça restera à définir, hein. On ne peut pas le définir en l'état, mais il faut que la voix du peuple se fasse entendre, non pas par la terreur et par des coups de force, comme on a pu voir lors des dernières manifestations sur les Champs-Élysées, mais au contraire, de manière pacifiste et autour d'une table. Cette défiance qui est ressentie, ce manque d'écoute d'une majorité qui a quand même été élue face à l'extrême droite, est-ce qu'elle n'ouvre pas la porte à des choses dont on ne contrôle pas la fin quand on parle de référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus pourrait poser des débats sur tout type de sujet. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? La question de la défiance, elle est très importante. Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que c'est pas simplement en France, dans toutes les démocraties occidentales, on voit qu'il y a une crise, on voit qu'il y a beaucoup de méfiance entre les citoyens et leurs représentants. Et on peut discuter effectivement de l'élection. C'était très spécial. On a un parti qui n'existait pas avant cette élection, qui maintenant est majoritaire. Limite, la question, c'est pas l'élection, c'est depuis. Mais maintenant, mettons ça de côté, regardons les choses de façon un peu plus large. C'est partout, dans tout le monde occidental qu'on a cette crise. Donc, s'il y a une démocratie qui a à réinventer, il faut se demander pourquoi. Alors, très bien si la France est pionnière là-dessus. Moi, je vois qu'il y a une deuxième question qui est très importante lorsqu'on va avoir des référendums de ce type-là, c'est la question des fausses informations, qui sont maintenant quelque chose de très dangereux, en fait, déjà pour notre démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, et peut-être que ça a aussi joué un rôle dans la crise qu'on a vécue. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut transformer notre démocratie aujourd'hui pour que demain, on puisse éviter d'avoir ce genre de crise-là. Donc c'est un peu dommage, je trouve, de faire des analogies avec d'autres périodes. C'est même un peu facile. Mais maintenant, voilà, je pense qu'on va avoir 3 mois pour réfléchir tous ensemble à la meilleure façon d'aborder tout ça. Oui, moi je voudrais juste revenir sur le fait de cette petite chanson qu'on entend de plus en plus sur la défiance ou la méfiance qu'il faudra avoir par rapport à ça. Moi je pense qu'il faut avoir au contraire une grande confiance dans la démocratie.
Et plus on fera vivre la démocratie, plus on fera vivre le référendum, plus on fera vivre, et à toutes les échelles. Parce que je crois qu'il faut, Mme Aziza l'a dit en parlant des élus locaux, je crois qu'il faut qu'on aille, qu'on soit beaucoup plus ambitieux aussi dans ce domaine-là, et que dans tous les échelons de la proximité, dans tous les échelons des collectivités, on fasse vivre plus concrètement la c'est pas le cas aujourd'hui démocratique et qu'on fasse partager la décision. Bah, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, en tant qu'élu dans la mairie du 1er arrondissement, on œuvre dans ce sens-là. On a effectivement mis en place des cahiers de doléances pour, alors non pas pour le monarque, mais plutôt dans cette perspective d'assemblée citoyenne et où les citoyens peuvent être amenés à prendre des décisions et à amener leur avis sur un certain nombre de sujets. Mais également, on a mis en place un conseil territorial qui permet à des collectifs d'associations, à des commerçants, à des associations quelles qu'elles soient, de pouvoir siéger, de pouvoir interpeller des élus en conseil d'arrondissement et de pouvoir actionner des leviers et des problématiques très concrètes du quotidien. Et je crois que c'est vraiment de ça dont on a besoin, du rendre compte et d'un échange beaucoup plus en proximité entre les représentants et les citoyens. Emmanuel Aziza, on dit que ça serait la réponse à cette colère, mais finalement, en quoi ça réglerait les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes du chômage, d'avoir un référendum d'initiative citoyenne? Ça permettrait déjà d'écouter les doléances du peuple. Je pense que c'est la première des choses. Mais il y a besoin d'avoir ce référendum pour pouvoir écouter le peuple. Moi, je considère qu'un élu, quand il a été élu ou quand il est élu, son rôle premier, c'est d'écouter les gens. Après cette phase d'écoute, effectivement, il y a le temps de l'action. Mais on ne peut pas agir comme un bon élu si on n'écoute pas, évidemment, les revendications de son peuple. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, ça a été quand même la hausse de la taxe carbone, qui a été l'espèce de petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'en réalité, on est dans une société aujourd'hui où le pouvoir d'achat est amoindri, où les gens sont asphyxiés fiscalement. Et quand on entend les doléances des Gilets jaunes, c'est terrible. C'est terrible, il y a une misère sociale qui est énorme. Et là où justement, je pense que ça a été l'erreur du président, c'est d'avoir augmenté un produit premier pour les Français et justement de ne pas avoir su être à l'écoute, sous couvert de révolution écologique, de ne pas avoir su être à l'écoute des attentes, des priorités premières des Français. Aujourd'hui, la priorité des Français, c'est de pouvoir se nourrir et de se loger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez, vous payez vos taxes et c'est terminé. Il n'y a plus de pouvoir d'achat comme on a pu en connaître dans les années précédentes. Donc effectivement, je pense que l'écoute est d'abord le premier devoir d'un élu pour pouvoir permettre après une action efficace à l'égard du peuple. Jimmy Rumand, je m'éloigne un peu de ce seul sujet, mais c'est vrai que ce manque d'écoute de la part de l'exécutif depuis le début de cette crise, c'est quoi que maintenant, ces derniers jours, sur les réponses à apporter, c'est quand même problématique. Est-ce qu'on peut parler de manque d'écoute quand on voit que semaine après semaine, il y a eu des annonces qui ont été faites au bout de 3 semaines, les premières annonces. Évidemment, parce qu'on travaille et qu'on cherche à apporter des réponses qui sont pertinentes. Alors, il a fallu s'y répondre à plusieurs fois, c'est vrai, mais au final, je pense qu'on arrive à quelque chose qui peut permettre d'avancer sereinement. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de manque d'écoute. D'autres gouvernements n'ont pas été aussi ouverts et n'ont pas été aussi réactifs. Et là, on va assister à une hausse du pouvoir d'achat qu'on n'en a pas vu depuis plus de 10 ans. On va retourner à un niveau de pouvoir d'achat d'avant la crise de 2008. Allez expliquer ça aux personnes qui sont dans la rue, qui manifestent et qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. C'est dramatique. On ne peut pas dire que le pouvoir d'achat augmente aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, avec les annonces qui ont été faites, avec les réformes qui sont en cours, le pouvoir d'achat, pour l'année 2019, va atteindre, on va retrouver le niveau de pouvoir d'achat qu'on avait avant la crise de 2008. Ça, c'est quelque chose... Vous savez bien que ce n'est pas vrai. L'annonce qui a été faite sur les 100 € d'augmentation du SMIC ne représente pas une augmentation de 100 € du SMIC avec l'inflation qui existe, etc. Oui, mais c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Non, c'est pas vrai. Et il faut regarder la réaction des Gilets jaunes par rapport aux annonces qui ont été faites du président. Ils appellent à un acte 6. Donc on voit bien que ça n'a apporté aucune réponse concrète. Donc non, je crois que la réponse politique qui manque, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut une augmentation, alors à la fois peut-être du SMIC, mais une augmentation des salaires de manière générale, qu'il faut une réelle justice fiscale. Quand on a d'un côté l'ISF qui est supprimé, qui représente 3 milliards de pertes pour l'État, et de l'autre côté, le fait qu'on augmente des taxes pour les classes populaires ou les classes ouvrières, on voit bien qu'il y a un vrai écart qui pose problème et qui est une injustice fiscale, qui est une injustice sociale, qui doit être dénoncée et qui est dénoncée par les Gilets jaunes et par ce mouvement-là. Et malheureusement, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Moi, je pense que la réponse politique qui manque, c'est pas tellement ça, c'est plutôt d'appeler à l'apaisement.
parce que malheureusement, votre parti n'appelle pas à cet apaisement-là. C'est votre parti qui appelle à un acte 6, pas les Gilets jaunes. Moi, il y a des gens dans mon entourage, des gens qui sont proches, qui, eux, se disent, OK, peut-être que c'est le moment de réfléchir, peut-être que si on nous appelle à discuter, il faut y aller. Et après, on verra. Et il y a ce on verra qui est important. Ça veut dire que nous, on a un devoir d'humilité, on a un devoir d'écoute qui est très important, on doit se remettre en question. Ça, c'est important. Mais la réponse politique, actuellement, c'est celle de l'apaisement. Appeler un acte 6, je trouve que c'est irresponsable quand on voit les dégâts, les morts qu'il y a eu, le nombre de blessés qu'il y a eu. Alors ça, c'est un autre sujet. Juste une dernière question sur ce thème. Au final, quand on regarde les premiers sondages, pourquoi ni la droite ni la France Insoumise, finalement, ne récupèrent des électeurs, ne profitent de ce mouvement, de cette colère, uniquement le Rassemblement national? Je pense que vous avez utilisé le bon terme, la récupération, et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cet objectif de récupération. Ça serait même critique de faire de la récupération politique sur la misère sociale. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la droite... Donc c'est que la droite n'apporte pas les réponses, en tout cas aux Gilets jaunes, puisque... écoutez, la droite, en tout cas en son temps, avait quand même apporté des solutions. Je pense notamment à la défiscalisation des heures supplémentaires, à la hausse du SMIC ou des APL. Il y a eu quand même Et j'entendais tout à l'heure Jimmy nous expliquer que les gouvernements précédents avaient eu une influence sur le pouvoir d'achat. Effectivement, chacun a ses responsabilités sur le pouvoir d'achat actuel. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, vous aviez quand même des mesures qui augmentaient le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un recul de ces mesures sociales et on a une France Il n'y a absolument aucun rapport qui dit ça. Qui est dans la misère. Juste, et pourquoi la France Insoumise ne profite pas non plus de Je crois cette colère? qu'il ne s'agit pas de discuter en ces termes, de savoir si on récupère, si on profite. Quand même, c'est les conséquences. Il y a une échéance électorale dans peu de temps. Ce que je vois, c'est que dans les revendications qui ont été portées par les différentes assemblées des Gilets jaunes, un certain nombre de ces revendications étaient dans le programme de la France Insoumise, de l'Avenir en commun, lors des présidentielles. À savoir le référendum d'initiative citoyenne, à savoir l'augmentation du SMIC, à savoir un écart de 1 à 20 entre les salaires, un salaire maximum, etc. Tout ça était dans notre programme. Donc voilà, je pense qu'il va falloir aussi jouer le rôle démocratique, faire fonctionner cette vie démocratique en essayant de convaincre le plus de citoyens possible que la proposition qui va être celle de la France Insoumise au moment des européennes sera celle qui permettra d'apporter une réponse concrète à cette crise à la fois sociale et à la fois représentative et écologique. Le Conseil régional, lui, ici, tente de faire un geste. Les élus ont baissé la baisse de 20% de cette taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, donc l'essence. Ça reste symbolique, quelques centimes par plein, entre 2 et 10 centimes, c'est évalué. Finalement, il y a besoin des élus locaux, d'un président de région pour faire ce que l'exécutif ne permet pas, c'est ça? C'est très important aussi d'avoir des actes qui sont symboliques, même si l'impact sur le pouvoir d'achat ou le budget des ménages dans notre région va être très faible. On parle de l'équivalent d'une tasse de café par an. Mais c'est important aussi de montrer que tout le monde s'y met. Comment on explique ce geste aussi symbolique qu'il soit? Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de la région. Dans un climat où, effectivement, le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, on a une initiative de la région, certes extrêmement symbolique. D'ailleurs, le président de région l'a immédiatement dit, ça va être l'ordre de 10 centimes sur un plein de gasoil et 5 centimes sur un plein de Super 95. Par contre, les 100 euros sur la prime d'activité, ça c'est marginal. Donc effectivement, c'est extrêmement symbolique. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'il y a un effort des collectivités territoriales. Et évidemment, on espère que ça ira au-delà. Mais ça fait du bien, en tout cas, de voir qu'il y a des baisses qui peuvent être initiées, certes symboliques, et je pense que ça peut être que le début de certaines baisses de taxes, effectivement. Et il vous dit chiche, Laurent Wauquiez, quand il vous dit, en gros, si tout le monde, c'est un petit geste, mais si tout le monde faisait ça, ça améliorerait déjà les choses, que ça soit sur tous les niveaux de collectivité, métropole, ville, département. Ok, chiche Laurent Wauquiez, alors il faut qu'il ait le même impact sur les salaires que nous, ou même chiche Laurent Wauquiez, il faut qu'il ait le même impact sur la formation professionnelle que nous, parce que quand il baisse les taxes sur le gasoil dans notre région, il baisse aussi les dotations pour la formation professionnelle. Et ça, c'est beaucoup plus grave, parce que peut-être que ça permet d'augmenter de baisser un peu les taxes à gauche, mais quand on assèche le vivier de jeunes qui vont être formés dans notre région, ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que Laurent Wauquiez ne sera plus à la tête de cette région, mais on sera en déficit de personnes formées et donc on sera peut-être un territoire avec plus de chômage qu'ailleurs. Je ne suis pas certain que ce soit une belle forme de défi si
si on se concentre sur des éléments qui sont symboliques, mais qu'à côté de ça, quand on se concentre sur, quand on regarde ce qui compte en fait, les gens qui sont formés et qui vont pouvoir trouver du travail après, en fait le travail n'est pas fait dans la région aujourd'hui. Et le Tobin, vous dites bullshit. Oui, bullshit, parce que, bon, je ne vais pas vous étonner en vous disant que je ne suis pas du tout convaincu par cet acte, effectivement, presque symbolique de Laurent Wauquiez. Je crois qu'actuellement est discuté le budget à la région et on voit qu'il y a un clientélisme flagrant qui est fait de la part de Laurent Wauquiez, notamment auprès des chasseurs, avec des subventions à hauteur de 600 000 € pour les chasseurs. On imagine que cet argent pourrait plutôt servir effectivement les classes les plus défavorisées et également un certain nombre de subventions qui sont données à des entreprises privées qui n'apportent pas d'emploi et de réponses concrètes à la crise sociale. Donc effectivement, je prendrai le terme de Laurent Wauquiez pour dire que tout ça est du bullshit. Manuel Aziza, c'est vrai, au-delà du geste, finalement, c'est 17 millions d'euros qui ne sont pas des économies, qui manqueront au développement, par exemple, des transports publics, routiers, qui vont dans le sens de l'écologie au final. Donc est-ce que ça va dans le bon sens ? Moi, je trouve que toute initiative qui a pour objet d'augmenter un tant soit peu le pouvoir d'achat va dans le bon sens. Je trouve que dans le contexte actuel, et je le redis, les annonces... si c'est 2 centimes par litre et qu'au final, ça permet de ne pas développer d'autres investissements. Là, on n'est pas au budget de la région. Moi, je n'y ai pas en connaissance. Je pense que personne autour de cette table connaît les tenants et les aboutissants du budget de la région. Donc, on n'est pas là pour discuter de ça. Simplement, vous nous posez la question de savoir si, effectivement, c'est une bonne initiative et c'est une bonne annonce. Oui, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. C'est une bonne annonce. Ça fait du bien au moral, certes symbolique. Après, il faudra regarder s'il y a un manque à gagner de ce texte-là sur d'autres investissements ou si ça n'impacte pas les investissements de la région. Je crois qu'on n'est pas là pour en discuter. Mais la question, c'est de savoir si, oui, c'est une bonne initiative. Moi, vous savez, toutes les initiatives qui auront pour effet d'améliorer le pouvoir d'achat seront pour moi une bonne initiative. Et l'autre mesure, c'est la gratuité des manuels scolaires. Ça représente près de 250 € par enfant. Ça, c'est pas négligeable du tout. Ça va dans l'éducation, ça doit vous plaire ? Alors, je pense que ça va plutôt dans le bon sens par rapport à l'objectif qui est affiché. Après, le groupe, notamment où siègent les élus du parti de gauche, a tenu une conférence de presse hier pour dire qu'ils allaient déposer un amendement par rapport notamment à une réflexion qu'il faut mener avec les librairies indépendantes ou les librairies qui travaillent avec la région sur la vente des livres pour pas que non plus elles soient trop impactées par cette proposition. Donc je pense que ça va dans le bon sens, mais qu'il va falloir travailler à cet amendement et c'est ce que va faire notamment nos élus au Conseil régional. Si je peux rebondir justement sur les propos de M. Aubin, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Pourquoi ? Parce que ça touche à l'éducation et qu'effectivement, aujourd'hui, un pacte de livres scolaires par étudiant représente 250 €, vous l'avez rappelé, M. Besson. Aujourd'hui, il y a déjà ce qu'on appelle le pass région. Le pass région, c'est une carte sur laquelle est crédité 50 à 100 € par étudiant. Alors effectivement, vous avez dans certains lycées une bourse livre qui est organisée et on ne peut que féliciter les personnes qui s'occupent de cette bourse livre parce qu'elle permet au final déjà une gratuité. On ajuste plus ou moins le prix des bouquins et l'étudiant repart avec sa carte passe région et l'entièreté de ses livres. Là où ça pose des problèmes, c'était pour les étudiants en lycée professionnel. Parce que dans les lycées professionnels, malheureusement, il n'y a pas de bourse aux livres. Donc ces étudiants-là, avec les 50 € crédités sur la carte, ne pouvaient pas se permettre de payer l'entièreté de leurs livres et se retrouver dans une situation dans laquelle ils devaient effectivement pousser la porte d'une librairie pour aller acheter ces livres. Alors c'est vrai qu'il y a eu une doléance de la part des libraires en disant attention, d'abord on va perdre 10% de notre chiffre d'affaires et puis également on n'aura plus d'étudiants qui vont pousser les portes de nos librairies pour s'intéresser à la culture en général. La réponse de Laurent Wauquiez là-dessus, c'est de dire on n'ira pas chercher nos bouquins dans une centrale, mais on viendra chez les libraires, on se servira chez les libraires. Alors, effectivement, le seul point sur lequel il reste à régler, c'est de savoir si le fait que les étudiants n'achètent plus leurs livres dans une librairie, les priveront d'un accès à la culture. Je pense que ce n'est pas le cas, parce que je pense qu'il y a d'autres accès à la culture, notamment par le biais des bibliothèques, par le biais de l'Internet, maintenant avec le numérique. Et je pense que, pour moi en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Jimmy Rumand, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un décalage entre les propositions qui sont faites par l'opposition pour répondre à ces problématiques, des gestes très concrets qui sont mis en place quand ils ne sont pas seulement dans l'opposition, et la majorité en face, comme vous, qui dites qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat il va encore augmenter.
On se dit, oui, il y a quand même un décalage entre ce que vous comprenez et ce qui est dit dans la rue. En ce qui concerne les livres, c'est, je pense, une mesure qu'on peut qu'applaudir. Enfin, c'est évidemment tout ce qui va dans le sens de l'éducation, c'est positif. Mais pour l'instant, tout ce qui est positif, ça vient des autres. Non, j'ai pas terminé de ce que je voulais dire. Quand on regarde ce qui s'est passé dans nos universités, il y a énormément de jeunes qui ont fait leur rentrée cette année, qui n'ont pas eu 217 € à débourser. Ça, on ne l'a pas beaucoup entendu. C'est comparable aux 250 € de livres que Laurent Wauquiez a libéré en pouvoir d'achat sur la région. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Donc il y a parler de l'augmentation aussi des frais scolaires ou des frais d'inscription à l'université, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il y a des mobilisations aussi d'étudiants. Aujourd'hui, la rentrée n'a jamais coûté aussi peu cher. Cette rentrée-là, cette rentrée 2018, elle n'a jamais coûté aussi peu cher pour un étudiant. Parce qu'il y a plein de frais, il y a plein de coûts qu'on a tous ensemble enlevés. On n'en a pas parlé cette rentrée, puisqu'on a parlé de plein d'autres choses. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse dire que ce gouvernement ne fait rien pour le pouvoir d'achat, en particulier quand il s'agit des jeunes. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut attendre de voir et que ça va venir, c'est ça? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'on a plein de choses qui sont déjà faites et peut-être qu'on en parle moins, peut-être qu'on est moins bon dans les symboles comme M. Laurent Wauquiez. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très vite pour un nouveau débat. Très bonne fête de fin d'année.